Bonjour à tous. Enfin, bonjour, je l'ai dit 5 fois, bonjour aujourd'hui. Mais on est vu aussi en replay, donc c'est important. C'est peut-être bonjour, bonne soirée, peu importe. En tout cas, je suis super heureux d'être là aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de vous le dire juste avant. C'est une conférence qui va aller vite, qui va aller très vite, parce que même en préparant, ils parlent vite. Ils sont dans le quick commerce, tout va vite, le débit de parole, tout, faut que ça aille vite, parce qu'il faut que ça soit livré dans 10 minutes. Mais là, les gars, on a 45 minutes, donc on peut prendre le temps, on peut prendre le temps de répondre. Vous avez le temps de livrer 4 personnes. Mais là, tout va bien se passer. Donc justement, donc on va parler quick commerce et en fait on a une chance, sincèrement, c'est que le quick commerce c'est une révolution. Peu importe ce qu'on en pense, peu importe si la conclusion est positive ou pas, mais c'est une vraie révolution dans la manière de faire du retail parce qu'aujourd'hui on est capable de se faire livrer aujourd'hui principalement de l'alimentaire. Mais en gros, ou en tout cas de l'usuel pour la maison, dans les 10 minutes à la maison, vous prenez votre douche, c'est livré. Pour le coup, j'ai testé les deux, ça marche. Il n'y a pas de fausses promesses. Et donc c'est juste extraordinaire. Et moi, ça me fait penser à l'époque où Airbnb est arrivé en France, où c'était la catastrophe, où Uber est arrivé en France, où c'était la catastrophe, où on vous voyait comme des petits monstres. On se disait, mais ça va jamais tenir. Et puis finalement, ils sont toujours là et on est bien content qu'ils soient toujours là. Donc je vous souhaite évidemment le même succès. Je vais commencer par les présentations. Tu me permets de commencer par la France. Euh, donc du coup, je présente en premier lieu Cajou. Cajou qui est représenté aujourd'hui par son fondateur de Henri, cofondateur. Donc Cajou, c'est le premier acteur du quick commerce en France, lancé en mars 2020. En février. Février 2020, j'étais pas loin. Février 2020. Et Pierre, pour Gorillaz, qui est là allemand, gros acteur du quick commerce, qui est arrivé qui est arrivé quasiment en même temps que Cajou, mais qui est arrivé un petit peu plus tard en France. Bonjour. Enchanté, ravi d'être là, effectivement. Donc, évidemment, le premier sujet qu'on se pose, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous représentez en volume? Est-ce que c'est un effet de mode dont tout le monde parle ou est-ce que vous êtes déjà ancré un petit peu dans les débuts d'habitude de vos consommateurs? On commence par toi, Henri? En fait, c'est vrai que c'est toujours la grande question quand on parle du e-commerce, c'est quelle est la taille du marché, qu'est-ce que ça représente. Et en fait, on est tous arrivés là dans les premiers mois de l'année, février, mars, avril, sans que personne comprenne très bien ce à quoi ça pouvait servir, à part une cible finalement qui était déjà habituée à utiliser des applications de livraison. Aujourd'hui, le marché, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il est en très forte croissance. On estime que c'est une taille qui est relativement petite, mais qu'on est en train de construire une nouvelle génération de consommation qui ne va faire que se développer. Et aujourd'hui, comme dans tous les marchés qui sont naissants, on a des early birds et puis des early adopters. Et puis au fur et à mesure, voilà, les gens vont se dire en fait c'est sympa ce service. Et puis ils viennent, ils se disent que finalement ça leur résout un problème, une friction. Ils y reviennent et le marché grossit, grossit, grossit. Aujourd'hui, le marché, il est encore naissant. Les habitudes, il faut qu'elles se construisent. En revanche, c'est un marché qui a des taux de croissance à 2 chiffres par semaine. Et nous, on est convaincus, et je pense que Pierre sera d'accord, c'est l'avenir de la consommation. En fait, c'est tellement simple de pouvoir faire ses courses en quelques clics et de se faire livrer derrière en quelques minutes et finalement d'avoir beaucoup plus de temps pour soi que voilà, nous, on se dit à 5 ans, à 10 ans, ça sera même quelque chose de presque absurde de se dire qu'avant, on devait se déplacer et passer beaucoup de temps à faire ses courses. Euh, Pierre, justement, d'un point de vue technologique, ça paraît pas complètement révolutionnaire. D'un point de vue logistique, c'est compliqué, mais ça paraît pas non plus complètement révolutionnaire. Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant que tout le monde arrive et que c'était pas il y a 2 ans? Qu'est-ce qui a fait est-ce qu'il y a eu un changement de comportement? Est-ce qu'il y a eu un changement d'habitude? Est-ce que c'est juste une opportunité qui s'est créée? Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant et pas hier? Alors, c'est une très très bonne question parce qu'effectivement, d'un point de vue technologique, il y a de la technologie, mais c'est une technologie, par exemple, qu'utilisent des plateformes de livraison aujourd'hui depuis plusieurs années. Ce qui fait que ça a émergé, c'est pour moi le besoin du consommateur
Donc c'est la première chose. Ce besoin, il a été éduqué depuis maintenant très longtemps. Ça a commencé par des e-commerçants très puissants qui ont habitué le client à se faire livrer de plus en plus rapidement. Donc il y a une habitude de consommation qui a grandi au fur et à mesure des dernières années. Ça a été encore plus catalysé avec le confinement, des contraintes physiques. On ne peut plus se déplacer dehors, donc il faut bien faire venir à soi ses courses, comme autre chose. Et la dernière chose qui fait qu'on rend ça possible, il y a la partie investissement, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est normalement des retailers qui auraient été capables de faire ça, mais malheureusement, c'est un marché qui demande énormément de mobilisation de capitaux pour le faire. Donc, grâce effectivement aux levées de fonds qu'on fait, on permet de financer ça, mais un retailer classique ne peut pas forcément le faire. Et la dernière, et c'est peut-être ce qui permet de réaliser justement cette expérience client en moins de 10 minutes, c'est le fait qu'on rassemble 3 expertises qui jusqu'à présent ont toujours été éclatées. Moi je dis toujours qu'on est passé de la 2e dimension à la 3e. La 2e c'est la musique avec le digital qui donne Spotify. Et nous on passe dans une 3e dimension puisqu'on est de la technologie, nous sommes des commerçants, nous sommes des retailers et en même temps nous avons une partie logistique. Et jusqu'à présent ça n'avait jamais été mis en place parce que c'était difficile à concevoir. On avait la possibilité, enfin on a toujours la possibilité aussi de faire une partie de ses courses sur Uber Eats, sur Deliveroo. Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé, que vous avez, alors que c'est déjà des gros acteurs dont les gens ont l'application, parce que faire installer une application c'est quand même, vous le savez, un vrai défi. Qu'est-ce qui fait que, ok, ils se sont dit, bah on a l'habitude d'aller chez eux, mais on va installer Gorillaz ou Cajoo pour faire ses courses. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui fait que c'est pas eux qui ont gagné le marché? En fait, on réinvente quand même complètement l'expérience d'achat. C'est-à-dire que la plateforme, elle a le... Alors, c'est bien d'avoir une plateforme parce que finalement, on a beaucoup d'offres, que ce soit en termes de restaurants, de magasins. En revanche, l'expérience, elle est complètement frictionnelle encore. C'est-à-dire qu'on demande aux clients, quand ils arrivent sur une plateforme, de devoir choisir le magasin dans lequel ils veulent aller trouver des produits. Et puis finalement, s'ils veulent un produit qui n'est pas disponible dans un magasin, ça doit être une 2e commande. Nous, en intégrant toute la chaîne de valeur, en faisant en sorte qu'on a nos propres magasins, qu'on travaille l'assortiment avec les produits que les clients veulent, on va faire rentrer le client non plus par le magasin, mais par les produits. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur une application de quick commerce, ils savent que tout l'assortiment a été travaillé pour ses besoins à la demande et qu'en quelques clics, en quelques recherches, ils vont avoir accès à un assortiment qui va être de la marque nationale, donc tous les basiques, que ce soit du lait, du coca, du beurre, etc. Mais aussi, ça va être du pain frais de boulangerie, ça va être des produits de petits producteurs, ça va être du vin sourcé directement, enfin ça va être plein de produits que vous auriez dû aller acheter dans différents magasins. Et donc en intégrant toute cette chaîne de valeur, on devient beaucoup plus pertinent. Et c'est pas un détail, en fait, on réinvente l'expérience de consommation. Alors, je pense qu'il y a une autre chose, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, il y a un deuxième visage que je vois aussi qui fait qu'aujourd'hui, les consommateurs sont en recherche de transparence sur ce qui se passe derrière aussi les enseignes, derrière les marques. Et le fait qu'ils consomment sur des plateformes de livraison qui parfois emploient des salariés ou surtout ne les emploient pas et donc qui créent aussi de la précarité, qui créent aussi des nuisances. C'est un sujet qui est extrêmement important et il y a de plus en plus d'achats militants. Effectivement, j'entends des amis qui me disent souvent c'est super de consommer sur une plateforme de livraison de plats préparés, mais je culpabilise toujours un peu quand j'achète. Pour le livreur qui vient me livrer, mais aussi parce que souvent ma pizza est à la verticale et pas à l'horizontale, et en plus je ne promeux pas forcément effectivement le travail ni des chaînes industrielles françaises derrière. Donc il y a cet achat militant qui est de plus en plus important aussi maintenant. Et en fait je suis d'accord, il y a un côté responsabilité qu'il n'y avait pas à travers les plateformes. Responsabilité sur l'assortiment. On fait attention aux produits qu'on va proposer, notamment sur les frais et légumes, le frais. On assure aux clients qu'on a la main, que ça a été contrôlé, sur le surgelé idem. Sur les livreurs, tu le mentionnes, mais c'est important, on réinvente aussi le modèle. On construit un modèle qui est mieux disant, en employant les livreurs, en faisant attention aussi qu'ils aient des avantages et que ce ne soit pas juste des personnes payées à la commande qu'on envoie avec beaucoup de stress. Et puis une responsabilité aussi écologique, avec du matériel qui est de qualité. On s'assure que toute la chaîne de valeur soit vérifiée de bout en bout. Et ça, en fait, c'est super important quand on fait ses achats en ligne. Et c'est quelque chose qui n'avait pas été encore résolu jusqu'alors.
On va en reparler des conditions de travail, mais j'avais envie de rebondir sur une de tes réponses où tu disais c'est un métier qui demande beaucoup d'argent et beaucoup d'investissement au départ. Il y en a un qui en a beaucoup, c'est Amazon. Pourquoi ils l'ont pas fait? C'est une très bonne question. Je pense que Amazon, ils ont déjà ils ont remporté une partie de leur pari. Ils ont énormément d'autres activités et ils n'ont pas encore. Ils veulent faire de l'alimentaire depuis longtemps. Ils veulent faire l'alimentaire. Et d'ailleurs, ils n'ont pas toujours eu que des succès là-dedans, puisqu'on sait qu'ils se sont retirés assez récemment. Je pense qu'encore une fois, est-ce qu'ils ont rassemblé les trois éléments, peut-être pas la partie retail. Et nous, c'est vrai que la partie retail chez nous, c'est un vrai ADN. C'est-à-dire que moi, je me présente avant comme un commerçant, d'abord comme un commerçant, et après ça comme un logisticien, et à la fin comme une plateforme digitale. Mais c'est vrai qu'il faut une âme de commerçant. Il faut savoir choisir son produit, qui viennent de marques nationales, qui viennent de producteurs locaux, qui viennent d'artisans de proximité, qu'on référence par exemple aussi sur la plateforme. On a une vingtaine de boulangeries avec lesquelles on travaille en direct. Et ce métier de retailer, de commerçant alimentaire, je ne sais pas si Amazon aujourd'hui a ça forcément dans son ADN. Votre succès il repose sur trois choses, vous allez me dire si je me trompe, mais pour moi c'est le panier moyen, la taille critique de la massification de vos entrepôts et évidemment de la récurrence organique. Parce que c'est bien d'acquérir quelqu'un, mais il faut qu'il en recommande. Ça nous fait trois beaux sujets. Commençons par le panier moyen. Le panier moyen, il est souvent lié à l'assortiment. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que, alors selon certains chiffres, vous êtes autour des paniers moyens autour des 25 €. Qu'est-ce qui fait que demain, ce panier moyen peut devenir beaucoup plus important et se rapprocher d'un supermarché plus classique qui est plutôt autour des 75? Henri? Le panier moyen, il est lié à effectivement l'assortiment, dans une certaine mesure, parce qu'il faut quand même que l'assortiment soit pertinent. Il est aussi lié au temps de livraison. C'est-à-dire que si je commande en 10 minutes, je vais a priori commander pour un besoin immédiat. Si je commande pour le lendemain, a priori, c'est que je réfléchis à plusieurs jours à l'avance, et donc j'ai tout intérêt, si j'attends un jour, à commander beaucoup. Donc il est lié à ces deux facteurs-là. Sur la taille de l'assortiment, évidemment que c'est le travail de tous les jours, de tous les acteurs qui sont sur le marché, d'être le plus pertinent possible, et puis en fait d'optimiser l'espace dans les entrepôts pour pouvoir stocker plus de références qui sont encore plus pertinentes, qui font que le client va rajouter un, puis deux, puis trois produits à la fin, et pouvoir passer ainsi de 20 à 25 à 30, 35 €. La deuxième chose, c'est le temps de livraison. Aujourd'hui, nous, on rentre sur un marché qui est le quick commerce. Nous, on apporte une solution pour justement ne plus planifier, enlever toutes ces petites frictions des courses de quasi dernière minute, ou des courses de tous les jours. Si on veut passer sur d'autres modèles, ce n'est pas notre business aujourd'hui. En revanche, évidemment que tous les quick commerçants rentrent par cette porte du quick commerce, mais demain ont potentiellement vocation à proposer d'autres services. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez à peu près tous la même quantité d'assortiment, on dit à peu près autour de 2000. Alors, je ne suis pas dans vos petits papiers, mais c'est à peu près ça l'ordre d'idée. C'est quoi la bonne taille? Parce que ce matin, on avait par exemple la Belleville, référence 15 000 produits. Est-ce que vous êtes ramené à avoir 15 000 produits comme eux? Ou est-ce que vous avez une limite parce que c'est justement pas la même façon de consommer? Alors, le bon équilibre, c'est celui qui garantit une expérience qui, sur l'application, reste rapide, intuitive et facile, versus la quantité de choix, hein, la largeur de cet assortiment. On a tous commencé autour des 2000. Effectivement, on a tous, en tout cas nous, c'est le pari qu'on s'est fait, c'est qu'on prend des entrepôts grands qui permettent aussi de monter en compétences, et on peut très bien monter à 3000, peut-être 3005, 4000, mais je pense que ce n'est pas la taille de l'entrepôt qui doit déterminer la profondeur de l'assortiment, c'est la rapidité avec laquelle et la flexibilité avec laquelle le client peut véritablement garder une expérience extrêmement rapide. Pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Henri, juste avant, moi, ce qui me rassure énormément, c'est qu'on a tous commencé avec des paniers qui étaient effectivement en dessous de 20 €. Maintenant, on est en train d'accélérer très fortement. Au départ, souvent, on était testé. Et comme on a encore un pourcentage de nouveaux clients qui est assez énorme chaque semaine, une fois qu'on a été testé, c'est souvent sur un panier autour de 10 à 15 €. Par contre, une fois qu'on devient une habitude, il y a une massification des achats.
Et le client qui a 1, 2, 3, 4, 5 mois, et ben, son panier moyen augmente très régulièrement et dépasse largement parfois les 30 ou 40 euros. On a même des commandes, on en a fait une récemment à 500 euros. On a été bien challengé. On a dû partir avec 3 livreurs, 2 vélos cargo. Mais moi, je n'ai pas de doute sur le fait qu'on va continuer à monter en puissance et plus rapidement sur l'AOV, sur le panier moyen, que la taille de notre assortiment. Et justement, dans votre assortiment, vous avez une grosse partie de produits frais. Donc c'est encore une autre logistique et encore une autre complexité. Vous avez aussi une partie de commerces locaux. Donc c'est vrai qu'on a tendance à vous opposer avec le commerce local quand on lit pour le moment les articles de presse. Or, vous intégrez finalement ces commerces locaux. C'est quand même super intéressant. Mais j'imagine que ça a une limite. C'est que vous ne pourrez pas avoir 10 baguettes différentes, 10 pains au chocolat différents. Donc vous allez devoir choisir. Qu'est-ce qui va faire le choix du bon et du coup, comment vont faire tous les autres, quoi. Henri ? Le choix, je pense que c'est la qualité, et puis après, c'est aussi des dynamiques de marché, de concurrence, qui font que voilà, il y a tel acteur qui va s'associer à telle marque, puis l'autre acteur va s'associer à telle marque. Je pense qu'il n'y a pas une marque à avoir absolument. Si on pense à un boulangger, on peut c'est créer pas des spécialement une marque. Non, mais je veux dire, il y a plusieurs boulangers, et si nous on s'associe avec une boulangerie, tel concurrent aura une autre boulangerie, et je pense qu'il y a plein de baguettes et de pains au chocolat très bons qui peuvent satisfaire les clients. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on n'est pas un marché de plateforme. On crée pas on n'a pas un effet de réseau qui se crée comme un Facebook, voire un Uber qui devrait construire sur un double marché. On est un commerçant digital avec une offre. Et on peut très bien visualiser le fait que dans quelques années, on a encore 3-4 acteurs qui sont présents avec des offres qui plaisent à certains types de populations parce que chez un tel, on a tel ou tel type de produit, chez l'autre, on a peut-être plus de choix ou un meilleur positionnement prix, et finalement, des clientèles qui sont un peu différentes. Aujourd'hui, on a Carrefour, Monoprix, des Auchan Direct qui coexistent. C'est la même chose pour le quick commerce. Après, il y a une limite qui est le volume. Il y a quand même un sujet de rentabilité, et évidemment qu'il n'y a pas de la place pour 8 ou 10. Voilà. Est-ce que demain on peut imaginer Gorillaz qu'elle joue concurrent d'un Deliveroo sur du plat chaud récupéré directement chez un restaurant? Parce que j'imagine que vous passez tout le temps devant les restaurants où les autres attendent. Pourquoi vous ne prenez pas sur la route le plat d'un resto? Ça serait possible. Le champ des possibles en termes de diversification et de massification, il est extrêmement important. Et il y a d'ailleurs des acteurs qui sont sur le marché français, qui existent depuis longtemps et qui le font très bien, et qui voient aujourd'hui un équilibre entre leurs deux business, la partie épicerie et la partie aussi plat préparé. Donc ce sont des pistes de diversification qui sont à l'étude, mais je pense chez tout le monde. Ce qui est certain, effectivement, c'est que d'abord, nous, on est en prise de marché. On est là pour construire un marché. Et je le dis souvent, heureusement que Cajou est là, heureusement que Flink est là, heureusement que Dija aussi est là, parce qu'il faut nous faire connaître, il faut changer ses habitudes. Et pour ça, il faut faire parler de nous, il faut expliquer, il faut éduquer les clients aussi. Mais avant donc, de se diversifier, il faut d'abord bien faire notre métier, bien le faire dans le temps, et faire en sorte que l'expérience client qu'on offre aujourd'hui, qui est quand même assez extraordinaire, qui est vraiment révolutionnaire pour un client, il faut savoir bien la faire dans le temps. Je fais encore une analogie, mais quand vous regardez la qualité de service entre un VTC il y a 5 ans, lorsqu'ils sont lancés, vous aviez toujours des bonbons dans la portière, la petite bouteille d'eau, le câble, le chauffeur vous ouvrait la porte, et maintenant ce que c'est devenu, et ben finalement il y a eu un vrai mouvement de reflux. Et moi je voudrais surtout pas que ça arrive au quick commerce, sinon finalement ça serait un aveu d'échec, et très probablement ce marché ne grandirait pas aussi rapidement. Sur l'assortiment, on le voit, donc tu le disais, vous vous associez aussi à des gros partenaires, avec Monoprix, avec Carrefour. Comment ils vous voient? Ils vous voient comme finalement un concurrent qu'ils essayent d'avoir sous le chapeau pour grandir avec vous? Parce qu'à la fin, le choix de l'assortiment, mis à part leur MDD, vous pourriez le faire sans eux. Comment ils voient cette arrivée-là? Il la voit d'un œil curieux. Il la voit d'un œil curieux, et c'est pour ça aussi qu'on a des discussions très tôt avec ces acteurs-là. Je pense que ça les intéresse forcément. Ils voient des entreprises qui n'existaient pas il y a 2 ans ou il y a 1 an, qui débarquent, qui commencent à acquérir des clients, qui commencent à faire parler d'elles, qui exécutent plutôt bien. Donc forcément, ça fait réfléchir sur les habitudes de consommation.
Ça, c'est un. Deux, c'est des grands groupes qui ont d'énormes réseaux logistiques, des pouvoirs de négociation bien installés, mais qui n'ont pas l'agilité que nous, on a en tant que start-up. Donc forcément, ça intéresse, ça pose des questions. Et je pense que c'est la même dynamique, hein. Alors Carrefour a investi lors de notre dernière levée de fonds, Monoprix a fait un partenariat au casino avec Gorillaz. Je pense que c'est aussi le bon moment pour ces acteurs-là de s'allier avec des acteurs du quick commerce parce que c'est un petit marché, on le disait, encore par rapport au grand marché du e-commerce en général et même de la grande distribution, mais c'est un marché qui est en très forte croissance et donc qui intéresse. Alexandre Bompard disait qu'il ne connaissait pas la taille du marché, il ne savait pas ce que représenterait ce marché dans quelques années. En revanche, il voit bien que c'est maintenant qu'il faut en être en fait, et que ce sera trop tard dans quelques années. J'ai rajouté un point, je pense qu'il y a une certaine quête d'omnicanalité chez eux qui fait qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre des clients. Ils ont des modèles qui sont extrêmement à l'équilibre, mais dans lesquels ils ont une marge d'erreur qui est extrêmement faible, et que du coup, lorsqu'un nouveau commerce émerge, ils sont quasiment obligés de mettre, je dirais pas mettre la main dessus, mais en tout cas de trouver une façon de faire des alliances avec leurs contraintes pour justement garder cette omnicanalité autour de leur clientèle. Mais c'est pas facile pour eux parce que le train du quick commerce avance très vite et pour rattraper un wagon, il faut courir vite. Hein. Surtout que dans une boîte comme ça, il y a deux niveaux. Il y a la marque et puis après il y a les petits franchisés entre guillemets qui eux par contre doivent être super inquiets parce qu'à la fin ils vont complètement se faire dépasser et j'imagine que pour eux en interne ça va être un vrai sujet de gestion, mais entre guillemets vous n'y êtes pas pour grand chose. Moi, c'est une question que je me pose toujours quand on est, comme vous, distributeur de produits, où vous allez récolter une data juste phénoménale sur ce qu'aiment les clients, etc. Demain, Cajoo, c'est une marque de produit, Gorillaz, c'est une marque de produit, ou ça reste un épicier qui vend les produits des autres? Alors, si on parle de marque distributeur, évidemment qu'à un moment, l'enjeu pour tous les quick commerçants, c'est d'agrandir sa marge et d'être rentable. Et donc, un des leviers, c'est évidemment de développer une marque qui est propre pour accélérer sur les marges. Avant aussi de proposer une MDD qui ait des marges suffisamment intéressantes et qui crée suffisamment de volume, parce que finalement, ça ne sert à rien de créer un produit qui marche beaucoup mais qui ne se vend pas bien. Il faut acquérir une base d'utilisateurs, il faut faire connaître sa marque, il faut donner confiance à l'utilisateur aussi, pour faire acheter, je ne sais pas, du pain, du beurre Cajoo. Mais évidemment que c'est un levier. Évidemment que ça fait partie des leviers d'amélioration de la marge. Et puis, je pense qu'il y a un enjeu qui est extrêmement important aussi, c'est surtout dans un marché qui est très concurrentiel aujourd'hui, la question à se poser, c'est quel est mon élément de différenciation? Qu'est-ce qui fait que demain, je vais plutôt chez cet acteur ou celui-là? Et ces éléments de différenciation, il faut les réfléchir maintenant. Il faut planter des graines maintenant pour que dans 3 ans, effectivement, le client soit captif chez vous, avec un effet de levier de marge qui est évidemment extrêmement important pour la rentabilité de la société, mais aussi il y a cet affect qu'il faut créer, sinon demain on est fonctionnel. Et si on reste fonctionnel, on est mort sur ce marché. Parce qu'il y aurait une préférence de marque à un moment de par le client et ça passera aussi par le produit parce que, sans vouloir vous faire offense, vos services à premier abord sont assez proches. Exactement, c'est primordial de créer aussi cette autonomie ou en tout cas cette différenciation. Ouais. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que on a parlé produits, là je voulais parler massification des commandes. Aujourd'hui, donc vous ouvrez des entrepôts locaux pour essayer de livrer un rayon d'à peu près 1,5 km, 2 km, ce qui est quasiment 3 à 4 fois plus grand que finalement une petite surface locale, parce que si je ne me trompe pas, c'est à peu près 500 mètres son rayon de vente, vous l'augmentez bien. Il faut combien d'entrepôts demain pour livrer tout Paris? Henri? Je pense qu'il suffit de regarder le nombre d'entrepôts de chaque acteur. Je pense que tous les acteurs, ils couvrent déjà tout Paris. Il y aura une plus forte demande. Donc, il faudra être capable. Aujourd'hui, pour couvrir Paris et pouvoir livrer en une dizaine de minutes, il faut compter une dizaine d'entrepôts. Après, tout l'enjeu, c'est au fur et à mesure qu'on gagne des clients, que le nombre de commandes s'accélère, tous les economics aussi de ce type de modèle, c'est de rentabiliser le coût du livreur
pour finalement gagner sur nos marges et donc faire en sorte que le livreur il ait plus des chemins de 6-7 minutes en moyenne, mais de 3-4 minutes. Et donc, à mesure qu'on a plus de volume, on aura aussi tendance à réduire les rayons et à redensifier avec d'autres entrepôts. Donc aujourd'hui, c'est 10. Peut-être que demain, si on a suffisamment de volume, en fait, on pourrait aller sur 15 ou 20. En tout cas, alors ça, c'est aussi une conviction qu'on a chez nous. On fait du à la demande. Il y a un côté vraiment magique de recevoir son produit en 10-15 minutes. En revanche, on n'est pas convaincu du fait que livrer en 8 minutes versus 10 ou 11 ou 12, ça fasse une différence. Donc on ne réduira pas le rayon juste pour créer une expérience un peu plus magique. Oui, bien sûr. Bah, c'est sûr que personne ne viendra vous concurrencer sur le temps. Si on annonce 8 minutes, clairement c'est le même espace temporel, ça changera pas grand-chose. Vous êtes aujourd'hui à Paris, dans d'autres villes, mais j'ai pris quelques chiffres. La densité au kilomètre carré de Paris, c'est 20 000 personnes. Moi, je viens d'une petite ville pas très loin de Nantes. Nantes, déjà, c'est 5 000 personnes. Et la ville dont je viens, Saumur, c'est 400. Comment, demain, vous pouvez déployer votre offre ailleurs que dans des grandes métropoles comme Paris, comme Lyon, comme Marseille? Alors, rien ne dit qu'un jour on ne sera pas à Saumur. Là, et je le souhaite. La réponse, elle est assez simple. D'abord, avant d'arriver à des villes avec la densité de population et la population de Saumur, il y a un potentiel qui est quand même gigantesque en France. Donc effectivement, ça représente quand même un sacré challenge pour les années à venir avant d'arriver à ce niveau-là. Mais la chance qu'on a, notamment chez Gorilla, c'est qu'on est présent aujourd'hui dans 9 pays. Et chaque pays a un peu ses particularités. Et on observe effectivement que dans certains pays, on a fait des tests, on s'est installé dans des villes qui étaient à beaucoup plus faible densité, à peu près au niveau de Saumur, avec des typologies de population aussi spécifiques, très forte densité d'étudiants par exemple, ou au contraire un maillage de distribution alimentaire qui n'était pas adapté, donc avec des use cases. Et ça marche. Et ça marche. Donc la densité est moindre en termes de magasins, de dark store, mais elle permet quand même d'arriver à des seuils de volume de commandes par jour qui impliquent la rentabilité. Donc là-dessus, honnêtement, j'ai pas très peur et on va, au fur et à mesure qu'on apprend, au fur et à mesure qu'on va grandir, qu'on va aller chercher de nouveaux territoires, on va découvrir aussi des nouvelles hypothèses qui vont nous permettre de nous adapter et d'aller servir des villes plus petites. Ça ne sera pas un service uniquement de grandes métropoles demain, quoi. Bah, pour compléter ce que dit Pierre, je pense qu'il faut quand même partir du besoin du client aussi. Et que c'est vrai qu'on rentre par les grandes métropoles parce que c'est là aussi où les. Alors certes, il y a la concentration, donc il y a plus de volume potentiel par rayon. Si on veut livrer en 10 minutes, il y a plus de gens qu'on peut servir. Mais il y a aussi un besoin de se faire livrer rapidement qui est aussi plus prégnant que dans des petites villes. Et donc, moi, je nous souhaite qu'on soit présent dans toutes ces petites villes. Après, je pense qu'il y a aussi un modèle à réadapter en fonction du besoin des utilisateurs. Et ça passe aussi par la taille d'assortiment, les prix. Et je pense qu'il n'y a pas que le temps, quoi. Aujourd'hui, vous arrivez sur le marché, vous avez besoin de vous faire connaître. On vous voit partout, tous. J'imagine que ça représente des budgets qui sont colossaux. À quel moment vous allez peut-être réduire un peu cette voilure? Est-ce que vous avez un objectif de client, par exemple, à Paris? Et surtout, qu'est-ce qui va faire? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes tous très agressifs aussi sur des remises, sur des 15 € offerts sur tes premiers achats, etc. On n'a pas la capacité de les additionner. Qu'est-ce qui va, selon vous, faire la différence? Et qu'à un moment, moi aujourd'hui, sincèrement, j'ai Gorillaz et Cajou dans mon téléphone. Pourquoi j'en supprimerai une demain? Parce que je m'en sers plus. Alors, il est évident, effectivement, je le disais tout à l'heure, comme on installe ce marché, on crée ce marché de toutes pièces, mais on répond à un besoin qui existe mais qui n'était pas servi jusqu'à présent, donc il faut le faire savoir. Donc effectivement, ça implique des campagnes qui sont importantes, à la fois sur le digital et à la fois en offline, donc dans la rue. Mais ce qu'on observe, c'est qu'au fur et à mesure que les clients ont consommé une fois, que ce soit à travers un promo code ou une remise ou pas de remise, en fait, il y a une récurrence qui est forte derrière. Et pour moi, c'est un comportement d'achat qui est tellement révolutionnaire qu'une fois que vous l'avez testé, ça crée quasiment automatiquement une dépendance, parce que le temps que vous consacriez, vous l'avez déjà utilisé pour autre chose et c'est compliqué de revenir en arrière. Donc là où ça me rassure, c'est que certes, on est en construction de marché,
Mais quand on voit les taux de rétention qu'on a, je me dis que cette phase d'acquisition et de très forte communication, elle ne va pas forcément durer trop longtemps, mais elle est nécessaire au départ. Donc, le piège aussi, effectivement, c'est de créer cette dépendance à la promo. Et on a vu beaucoup de boîtes qui avaient énormément de mal derrière à s'en détacher, et avec des consommateurs qui venaient simplement chercher le montant du coupon de la remise et qui derrière ne revenait pas. Donc c'est extrêmement important de le faire au départ, oui, mais de s'en désolidariser pour vraiment construire une relation avec son consommateur qui soit une relation spontanée de besoin et pas une relation d'économe qui cherche absolument à gagner de l'argent. On n'a presque pas parlé de la compétition. J'ai quand même une petite question pour toi, Henri. Quand tu vois un acteur comme Gorillaz arriver, qui a levé beaucoup d'argent, tu sais que tu vas pas pouvoir le concurrencer sur la com et sur l'investissement marketing. Comment tu réagis? Comment tu t'adaptes? Qu'est-ce qui fait que tu crois encore à tes chances de ne pas te faire écraser par un acteur comme celui-ci? C'est vrai que Gorillaz a levé environ 25 à 30 fois plus que nous, donc forcément que sur le plan financier, Si on parle en se dit pourcentage, ça fait qu'on beaucoup. part avec moins de billes, mais on est convaincu que... Alors de toute façon, il n'y a pas qu'un acteur qui peut exister sur un marché, il y en a plusieurs. L'argent, c'est important parce que ça nous permet d'accélérer, d'aller vite, de faire de l'investissement, notamment marketing, donc d'être plus visible. Donc forcément, c'est un atout. Après, on est quand même sur un marché de la grande distribution. Enfin, on vend des produits à des consommateurs, et l'enjeu premier, avant même les promos ou le marketing, c'est d'être pertinent. Nous, on pense qu'avec l'assortiment qui est le mieux pensé, avec les bons produits, si les produits sont au bon prix, qu'on a une belle exécution, avec une belle expérience client, un bon service client, en fait, ça fait la différence. Et on peut se permettre, avec moins d'argent, mais une bonne exécution, une super exécution, de finalement tirer notre épingle du jeu, parce qu'on va avoir ce petit plus par rapport à d'autres acteurs qui nous permettront de sortir plus rapidement de la promo, parce qu'on a cette belle expérience. Donc tu crois dur comme fer que tu vas rester, quoi. Oui, alors après, moi, de par mon expérience précédente, moi j'avais lancé Bolt, qui était un acteur estonien. J'avais rejoint l'entreprise pour la lancer en France. À l'époque, ils avaient levé seulement 15 millions. Et en fait, voilà, c'était aussi un projet qui m'amusait. Il y avait déjà Uber en France, il y avait déjà Captain aussi, qui était très fort en France, français. Et je me suis dit, voilà, il faut lancer cet acteur estonien qui ne parle à personne en Europe et en France, qui a moins de moyens. Et c'est justement des challenges qui sont intéressants. C'est comment on arrive à se différencier d'un point de vue stratégique face à des acteurs qui, de toute façon, seront toujours plus forts que nous et auront toujours plus de moyens. Il y a un autre aspect qui, je pense qu'il faut simplement regarder dans le rétroviseur. Il y a plus de 8 acteurs du retail aujourd'hui en France qui vivent très bien, qui ont tous des clients qui reviennent nombreux, qui passent d'une enseigne à l'autre, souvent avec une fidélité au prix, moins à la marque, mais c'est un marché qui, s'il délivre ce que nous pensons qu'il va délivrer dans les années qui viennent, donc on parle de potentiellement à 10 ans, de plusieurs dizaines de milliards, je pense que c'est un marché sur lequel on pourra effectivement vivre à plusieurs acteurs, mais avec effectivement cet élément de différenciation qu'il faut commencer à construire. Mais j'ai aucun doute qu'il y aura encore pas mal d'acteurs sur ce marché à 5-10 ans, c'est sûr. Non, c'est évident, c'était évidemment provocateur, mais c'était pour s'intéresser à comment on fait face, quoi, comment on croit en soi et qu'on se dit on va y arriver. Il y a un sujet que j'ai vu apparaître ces dernières semaines là, dans les médias avec des élus parisiens qui souhaitent réguler l'ouverture, alors qu'on appelle de dark store, qui est quand même un mot un peu barbare, qui fait quand même super peur, plutôt d'entrepôts locaux, par peur que vous changiez le visage des centres-villes et que demain, sachant que vous preniez que des rez-de-chaussée, que demain on puisse se retrouver avec des rues commerçantes sans commerce ouvert. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que pour vous c'est une crainte, un peu comme les régulations qu'il y a eu avec par exemple Airbnb? Comment vous voyez ça? Comment vous discutez avec eux? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui voilà, vous arrivez à discuter? Je pense que toi tu as l'expérience avec les trottinettes qui avait été quand même un sacré bordel. Je commence rapidement, mais moi, je pense que la difficulté à laquelle on fait face avec Henri, c'est qu'on arrive sur un marché sur lequel, depuis 5 ans,
il y a quand même un point de vue, enfin pas un point de vue, mais il y a quand même une cristallisation qui s'est faite autour des acteurs, que ce soit du VTC ou des plateformes de livraison à domicile, qui fait que on est perçu comme ubérisant, on est perçu comme effectivement dédynamisant les centres-villes, on est perçu comme créant de la friction dans les quartiers, créant des attroupements autour de nos magasins, et je pense que ça, c'est un manque de compréhension de ce qu'est le quick commerce. Alors, certes, aujourd'hui, on a ces magasins, d'ailleurs que j'appelle pas dark store, parce que pour moi, le mot dark store, c'est à l'antithèse de ce qu'on est. Moi, je parle beaucoup plus de magasins, parce qu'on a à l'intérieur, effectivement, des équipes préparateurs de commandes, livreurs, qui n'attendent pas sur le trottoir, mais qui sont dans cette ruche, qui vit, qui crée de la vie et qui recrée de la relation client, mais au pied de la porte, au lieu que le client vienne jusqu'à chez vous. Donc c'est un modèle qui est vertueux de ce point de vue-là. Et en même temps, pour pouvoir bien s'installer, et justement pouvoir casser cette image, eh ben, il faut se présenter, il faut aller voir les acteurs locaux, il faut aller voir nos ministères de tutelle, il faut aller voir les mairies et leur expliquer. Mais quand on explique et il y a de la pédagogie, on se rend compte que, ah bah tiens, c'est marrant, un quick commerçant, ça peut être une vitrine digitale pour nos commerçants de proximité. Ça va augmenter le trafic dans leurs magasins et en plus, ils vont pouvoir vendre plus de marchandises. C'est pas mal ça. Tiens, on crée plusieurs milliers d'emplois aussi, qui sont des emplois qui sont à la fois localement, là où on s'installe, mais aussi potentiellement dans des quartiers ou dans des villes par ailleurs. Ah, c'est pas mal aussi. Ah, en plus, vous livrez en vélo électrique. Ah, c'est pas mal parce que nous aussi, on développe le réseau des pistes cyclables et en plus, on cherche aussi à réduire le nombre de voitures. Donc, quand on creuse dans le quick commerce, on se rend compte que c'est un modèle qui est beaucoup plus vertueux que l'image qu'on en a, qui est celle d'un espèce d'acteur ubérisant qui va emmener tous ses capitaux à l'étranger et qui va rien laisser sur place. Moi, je présente vraiment le quick commerce et Gorillas comme un acteur qui revitalise le quartier. Et c'est pas simplement un discours. Je pense qu'il faut aller voir sur place ce qui se passe pour comprendre que c'est un modèle qui, lorsqu'il travaille avec un boulanger comme Anthony Bosson, est très plébiscité localement. Parce qu'on les aide et en même temps, on apporte une nouvelle façon de consommer et avec une relation entre le livreur et son client qui est, moi je le pense intimement, beaucoup plus qualitative qu'entre une caissière potentiellement et un client dans une file de supermarché. Donc on a énormément d'arguments à faire valoir, mais pour ça il faut aller le dire, il faut aller l'expliquer, parce que sinon effectivement il restera simplement des préjugés. Non, mais je pense que Pierre a tout dit, je pense qu'il y a un vrai travail je ne sais pas si c'est éducation le bon terme, mais on a besoin de faire comprendre ce qu'est le quick commerce. C'est vrai qu'on est tout de suite associé à de l'ubérisation, à de la précarisation, alors que c'est tout le contraire. On est en train de créer des entreprises de 2021 et plus. Enfin, moi, j'ai tendance à dire qu'on est des entreprises Covid avec une prise de conscience, que ce soit sociale, écologique, et que tout ça, en fait, faut arriver à le faire comprendre. Et donc, c'est important d'aller rencontrer les autorités publiques, que ce soit locales, mairies, ministères, etc. Et donc, pour le moment, ils vous écoutent, ils vous comprennent, et finalement, ils vont plutôt dans vos sens. Ça se passe bien, entre guillemets. C'est un débat qui commence à naître. Effectivement, je pense qu'il y a une prise de conscience. J'ai des discours qui sont à la fois extrêmement positifs, enjoués de nous voir arriver dans des quartiers. On nous présente les associations de commerçants de proximité, on nous présente les agences locales de l'emploi pour aussi nous aider à nous implémenter plus rapidement. Et après ça, il y a d'autres personnes, c'est marrant, c'est souvent des gens qui ne sont pas venus nous voir ou qu'on n'a pas été voir et qui, eux, ont ces a priori. Donc, effectivement, il faut qu'on continue ce travail de rencontre et d'explication. Ouais. Et c'est vrai qu'on parle de plus en plus de consommation responsable, raisonnée. Et il y en a qui... Il y a deux discours sur le quick commerce. Il y a ceux qui disent on est sur de l'achat ultra impulsif, le pot de glace à 23 h, on s'en serait passé, on n'en avait pas besoin. Et d'autres qui vont se dire plutôt je peux acheter une toute petite quantité, acheter une pomme, une banane et éviter de les jeter. Comment vous jouez avec ces deux discours? Et lequel est le plus vrai d'ailleurs? J'ai déjà la réponse. Sans caricaturer, le discours le plus vrai, c'est quand même des paniers de courses avec des fruits et légumes, du frais, des gens qui sortent du bureau et vont pas forcément faire un détour, mais finalement vont pouvoir directement rentrer chez eux, voir leurs amis, leur famille. Et finalement, tous ces achats impulsifs, alors ça fait partie des use cases du e-commerce, puisqu'on est disponible sur de larges horaires, mais ce qu'on voit, c'est que c'est pas ça. Enfin, le quick commerce, c'est un service qui permet d'accéder à tous les produits dont on a besoin à la demande et justement d'éviter de voir pourrir son espèce de courgette ou de concombre ou de peau de cornichon parce qu'on avait prévu mais finalement on ne l'utilise pas. Et
En plus de ça, on va arriver à être extrêmement pertinent sur plein de moments de la journée parce qu'on a cet assortiment qui est hyper spécifique par rapport à un magasin de proximité. On va aussi bien avoir une offre de boulangerie pour le petit déjeuner que des plats préparés pour le déjeuner ou le dîner, que tout ce qu'il faut pour faire un apéro, un dîner, des courses, de la cuisine. Et donc tout ça, voilà, ça vient aussi, et c'est ça la réalité du quick commerce, c'est pas le pot de glace à minuit. Même si ça doit arriver, parce que je l'ai fait. Même si ça arrive et que Je l'ai fait évidemment, récemment. mais tout le monde a le droit de se faire plaisir, et pour le coup, je pense que c'est important aussi, quand on crée un service qui est dédié à tout le monde, on parle à tout le monde, on fait du mass market, c'est aussi important de laisser les gens maître de ce qu'ils veulent acheter. Donc, si les gens veulent acheter un pot de glace à minuit, ben voilà, ils peuvent le faire aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Je trouve que c'était hyper intéressant, hyper enrichissant de vous avoir ensemble, de voir que les discours convergent, que vous êtes là pour la même chose finalement, c'est pour le client. Alors vous avez sûrement le même pour le moment, ça risque de changer, vous en aurez des différents, avec des produits différents, une gamme différente, mais en tout cas, je vous souhaite vraiment à tous les deux et à vos concurrents le meilleur, parce que vraiment, quand on l'a essayé, ça change tout. La première fois où j'ai commandé, j'ai pris ma douche, je suis sorti, il était là, j'étais encore en peignoir. C'est juste génial. Merci beaucoup à tous les deux. Et Merci puis de à nous avoir bientôt. reçus. Merci beaucoup. Merci.